Bon, bonjour à tous, bienvenue au Startup and Pitchos, un petit comité pour voilà, ce début d'été magnifique. Bon, il y a quand même quelques pitchos et quelques bières qui circulent, c'est cool. Voilà, donc aujourd'hui on va aborder une thématique un peu particulière qui est celle de la courbe d'apprentissage, en fait, qui est celle de l'éducation et de la formation professionnelle. Et donc avec nous, cette semaine, bon, on a Sandrine Bouchillou, qui est du coup la sales manager, on va dire, de Vertego. Donc je vais la laisser présenter Vertego. Je vais laisser après se présenter Thomas, que vous connaissez tous, le Dr Pitch de la côte basque. Et après je présenterai Conquistador dans un troisième temps. Donc c'est à toi. Merci Camille. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Sandrine Bouchillou, je travaille chez Vertego depuis maintenant 2 ans. Je m'occupe particulièrement des clients grands comptes et également de l'équipe commerciale. Pour vous présenter Vertego, notre siège social est à Pau, mais nous intervenons sur essentiellement le sud-ouest, mais également en France et à l'international pour nos clients grands comptes, notamment Total, pour qui nous formons pas mal de salariés, notamment dans les pays africains. Donc Vertego, on est une dizaine de personnes aujourd'hui, nous avons des formateurs salariés également, et nous sommes très spécialisés dans la partie formation informatique, également donc bureautique, informatique, RH, management et toute la partie web marketing. Nous faisons à peu près 50% de formation et 50% d'accompagnement client, donc ce qu'on peut appeler le consulting. Notre grande force, c'est que nous prenons chaque personne vraiment pour savoir ce qu'elle souhaite faire comme formation et ce qu'elle souhaite faire après, avec des tests de compétences également avant de rentrer en formation, et nous allons jusqu'à la certification des stagiaires. Voilà. Merci. Donc voilà pour Vertego, centre de formation. Nous aussi on est un centre de formation en devenir et on a plein de points communs dont on va parler après. Et Thomas, voilà. Alors, j'aime quand on me présente par mon prénom, donc Thomas Perron évidemment, PE20N, on se refait pas. Formateur et coach en prise de parole. Et alors ce soir j'ai un rôle un peu particulier de relanceur pour que le rythme reste toujours élevé, soutenu, qu'on aille vite. Et j'interviendrai aussi parce que en formation, j'ai souvent des personnes qui sont en reconversion professionnelle et donc qui sont au début, qui sont en lancement d'activités, au lancement d'idées pour de futures activités. Et donc je crois que les questions seront abordées à un moment ou un autre autour de cette thématique de la reconversion professionnelle. Exactement. Et donc bon, voilà, Thomas, ça va être le relanceur, ça va être le dynamiseur ce soir. Et donc moi, pour terminer, Kanye Mathis, M-A-T-H-I-S, je le fais aussi. Donc je suis le président CEO de Conquistador. Conquistador, c'est quoi? C'est un centre de formation en fait sur la côte basque dans le digital. Et on accompagne les porteurs de projets et les entreprises à accélérer grâce au numérique. Et avec une ambition qui est vraiment de créer un écosystème startup sur la côte basque, donc de Bilbao jusqu'à Anglet, là où on est aujourd'hui. Donc avec moi j'ai Franck ici, là, le directeur de la com qui est derrière quand même. Salut Franck. Voilà. Et donc là on est en plein lancement, nous ça fait 4 mois qu'on existe et donc on essaye vraiment d'avoir un axe digital mais assez vraiment start-up, donc avec des méthodologies particulières et des outils qui sont aussi qui appartiennent à ce monde-là. Et on est sur la rampe de lancement et je pense que voilà, la rentrée ça sera bien sympa. Donc c'est nous qui organisons un peu les Startup and Pitchos avec l'ensemble de nos partenaires. Et le but c'est justement de dynamiser au maximum l'écosystème entrepreneurial sur la côte basque pour que justement on puisse enfin avoir des boîtes intéressantes qui se créent chez nous et qui a un impact international et qui soit basé localement. Donc c'est vraiment notre objectif aujourd'hui et on donne tout. Voilà. Donc aujourd'hui la thématique, vous l'avez compris, c'est comment booster sa courbe d'apprentissage, mais c'est vraiment la formation professionnelle sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Donc il y a d'abord dans une vie on passe tous par l'école primaire, le collège, le lycée, etc. Après on va à l'université. Je ne suis pas sûr qu'on y apprend toujours beaucoup de choses, puisqu'il y a peu de pratiques, enfin ça dépend des cursus. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup appris dans les cours, j'ai beaucoup plus appris par la pratique dans le monde de l'entreprise. Et justement, il y a aujourd'hui un gap, donc un gouffre entre
le monde de l'entreprise et le monde universitaire ou de l'éducation nationale, qui, bon, à mon sens, n'a pas de sens, puisque la vie est un apprentissage et il devrait être continu. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur les enjeux de la formation professionnelle et pourquoi finalement, même en étant sorti de tous ces beaux cursus universitaires ou non universitaires, pourquoi il faut continuer à se monter en compétences, parce qu'on est dans un monde qui avance quand même de plus en plus vite. Notamment, on parlera aussi du gap, donc du gouffre encore une fois avec le digital, et qui est aussi très très important sur notre territoire aujourd'hui. Donc je pense que c'est important aujourd'hui d'aborder ce sujet-là. Donc je vais laisser Sandrine un peu développer la vision des choses, sa vision des choses sur qu'est-ce que la formation professionnelle peut aujourd'hui apporter finalement à l'ensemble des professionnels sur le territoire, et donc il y a plusieurs points sur ce sujet-là à aborder. Alors d'abord, moi je pense que pendant longtemps, les gens ont fait de la formation professionnelle parce qu'elle était remboursée. C'est un fait, et moi je trouve ça pas juste. Parce que mes consultants, les gens avec qui je travaille, ont beaucoup travaillé pour donner leur savoir, et je trouve ça beaucoup plus juste que les entreprises payent quelque chose en fait pour ce savoir. Donc aujourd'hui, nous on accompagne des demandeurs d'emploi, et la grande difficulté pour eux, c'est que parfois ils sont partis dans un cursus qui n'est pas bon, pour lequel il n'y a pas de travail. Moi je m'occupe des SS2I, donc les sociétés informatiques sur le territoire du Béarn, du Pays Basque notamment. Ces sociétés-là recherchent sans cesse, mais sans cesse, des gens compétents, et parfois même mes clients me disent on s'en fiche en fait qu'il ait le cursus qui va bien, nous ce qu'on veut c'est quelqu'un qui a envie de bosser et qui a envie de tout donner. Et donc nous on est là pour prendre la personne et lui dire par rapport à nos clients ce dont qu'ils auraient besoin en formation. Et je pense que c'est la première chose, c'est qu'il faut vraiment les écouter. Nous on travaille beaucoup avec notamment Pôle emploi pour réorienter les gens, soit sur des métiers classiques, donc avec des formations simplement bureautiques sur des outils comme Excel, Word, des choses que ce qu'on peut connaître, mais également d'autres. Là j'ai eu un monsieur tout à l'heure qui voulait se former sur des langages développement et qui nous a demandé conseil pour savoir ce que les sociétés cherchaient. Donc pour moi ça c'est hyper important, la formation pour retrouver du travail demain et surtout aller là où il y a du taf. Il y a du boulot, il y en a plein. Aujourd'hui on est quand même dans un univers que ce soit encore une fois le Béarn ou le Pays Basque, où il y a des sociétés de fous dans des domaines du numérique, de l'informatique, qu'on connaît peu et qui cherchent. Donc moi, c'est vraiment la première chose. Et après, la formation, pour moi, tout au long de la vie du salarié, elle est importante parce que ça permet de garder les bons salariés plutôt qu'ils aillent ailleurs. Ça permet de les faire monter en compétences, donc qu'ils soient plus efficients. Ça permet aussi d'être meilleur par rapport à nos concurrents parce qu'on aura des salariés au top. Donc la formation, aujourd'hui, elle a tout son sens. Et elle peut faire partie de la négociation parfois avec un salarié. Enfin, elle doit être, au cours de la vie, elle est valorisante pour un salarié. Il y a des salariés chez nous qui m'appellent et qui me disent voilà, je suis conducteur de travaux pour telle société, j'aimerais beaucoup passer chef d'équipe, mais je sais qu'il faut faire un petit rapport sous Excel, je ne sais pas m'en servir, est-ce que vous pouvez m'aider à monter un dossier? Et peut-être, potentiellement, je pourrais le prendre en charge moi-même. Alors, on parlera tout à l'heure des financements, mais... Donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pleins de bonne volonté, et la formation les valorise. Et je trouve que c'est un tout petit pas, mais qui peut donner beaucoup dans l'entreprise. Voilà. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on met une quote-part pour les employés pour qu'ils payent quand même 50 € pour les 3 journées à 1800 € va payer l'employeur on leur fait payer quelque chose pour qu'ils engagent un petit peu, ou c'est toujours finalement je viens, je vois et puis je dis c'est bien ou pas? Alors je crois qu'il y a de tout. Il y a du salarié qui ne voudra pas utiliser son CPF parce qu'il pense qu'il partira en voyage avec demain, ce qui n'est pas le cas. Voilà, ça ne marche pas, c'est juste pour la formation. Mais je pense que parfois, c'est juste parce qu'on ne se donne pas la peine d'expliquer au salarié ce dont il a le droit qu'il ne l'utilise pas. Après, on aura de tout, comme des très bons employeurs, des très bons employés, ou l'inverse de chaque camp. Mais je pense que déjà la communication fait que le salarié va savoir qu'en utilisant ce budget-là qui lui est alloué, chaque année, il y aura un abonnement, et chaque année, il pourra reprofiter encore de ces 500 €, je ne sais combien il y aura. Juste pour clarifier, aujourd'hui la situation a changé, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Il y a donc un CPF, un compte personnel de formation. Est-ce que tu peux juste faire un rappel rapide? Parce que moi j'avais juste dans mémoire que la société devait dépenser, je ne sais pas, 2-3% en formation.
Et donc maintenant, c'est la personne elle-même qui a son budget, qui gère son budget, qui fait ce qu'elle veut avec. Par contre, la société peut abonder, peut mettre plus. C'est ça le système? En fait, avant, il y avait ce qu'on appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Vous êtes censé avoir mis ces heures, parce que c'est des heures à l'époque, sur votre compte plan épargne formation. C'est tout simple, il vous faut votre numéro de sécurité sociale. Donc, en général, les anciens le connaissent par cœur, les jeunes moins. Donc, moi, je ne le connais pas. Je sais juste qu'il commence par 280. C'est tout. Bon, voilà. Mais vous avez ça et c'est tout. Donc, vous mettez ça et votre nom et vous avez votre budget. Et en général, avant, on avait le DIF. Donc, il faut simplement reprendre ces heures de DIF et les basculer en monétaire. Et là, vous avez votre montant. Tous les ans, vous avez à peu près 500 € voilà, qui va venir sur votre compte. Quelqu'un qui veut faire une formation, moi typiquement je suis allée voir, j'ai 1400 €. Bon, voilà, j'ai une formation, elle coûte 1500 €, je mets 1400 €, soit mon employeur peut abonder cette somme, soit moi je rajoute les 100 €. Il faut savoir que ce CPF-là, donc le compte plan formation, n'est pas forcément par rapport à l'entreprise. Si j'ai envie de faire ça pour faire de la couture, je peux le faire sur mon temps personnel. C'est soit dans le temps d'entreprise, soit en temps personnel. Voilà. C'est génial, notamment pour préparer une reconversion. C'est vraiment un plus énorme. Et on passe un petit bonjour à Armel Ochotegui qui sera là le 21 juillet au Doc de Biarritz, qui a acheté une machine pour faire de la couture et qui s'est lancé, donc qui a fait une belle reconversion et qui présente pour la première fois ses foulards. Ce sera au marché de nuit des Docs de Biarritz le 21 juillet. Thomas, c'est le professionnel des ponts, il est incroyable. Non, c'est une porteuse de projet. Et j'enchaîne, parce que moi aussi je fais un autre pont, Thomas. Avec, si vous voulez, une reconversion professionnelle, si vous ne savez pas trop quoi faire, il y a aussi Tilt. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Tilt qui est à Hélioparc, c'est François Macheneau, il fait un travail extraordinaire sur les gens qui finalement, ils n'ont aucune idée sur ce qu'ils veulent faire après quitter leur emploi actuel en fait, concrètement, et ils veulent éventuellement monter un projet ou non, apprendre un autre métier. Et Tilt, il les aide vraiment dans cette recherche-là, qui est finalement un peu de développement personnel aussi. Donc François Macheneau, Tilt, dédicace, François. Je voulais enchaîner sur justement... Voilà, mais c'est bien ça. Là, pour le coup, il y a du rythme. Du coup, oui, on était sur le CPF et juste avant, on était vraiment sur la thématique du pourquoi. Et je voulais revenir sur la partie politique RH. Parce que la partie politique RH, c'est comme tu l'as souligné, c'est aussi garder des talents, faire en sorte qu'il y a des gens qui viennent chez toi, mais surtout, c'est... Bon, si tu as des gens qui sont bons chez toi, généralement ta boîte, elle va plutôt bien, si tu sais les manager. Et le fait qu'il y ait il y a d'autres fonctionnements, il n'y a pas que le CPF, etc. Mais la formation professionnelle, c'est vraiment de stratégie RH pour être efficace et dans le temps avec sa boîte. Parce que tu embauches quelqu'un à jour, mais si tu ne le gardes pas à jour dans le temps, à plus 15 ans, qui est toujours chez toi, à la fin, tu rames quoi. C'est ça, et il faut savoir qu'à peu près 50% des RH, quand elles, enfin je dis elles parce que c'est parfois un métier plus féminin que masculin, je ne veux pas m'attirer les foudres de personne, mais une personne RH, quand elle souhaite faire une embauche, en général à 50%, il privilégie en fait les gens de l'entreprise. Mais souvent ce qui se passe, c'est que quand on prend quelqu'un de l'entreprise pour lui octroyer une promotion, il n'est jamais formé. En fait, on prend parce qu'il est compétent à son job, il va en prendre un autre, mais il n'est jamais formé. Et ça, pour moi, ça serait la base déjà de le former sur son évolution, qui est parfois minime, mais même minime, il a d'autres tâches, d'autres missions, il n'est absolument pas accompagné, ce qui fait que souvent, plutôt que de réussir dans sa nouvelle mission très vite, on va mettre 6 mois ou 1 an pour être à l'aise dans sa nouvelle mission. Et j'avais une question que je t'ai jamais posée. Est-ce que vous préparez aussi, par exemple, des plans stratégiques comme ça avec vos clients sur la montée en compétences de leurs effectifs, ou ils font ça en interne chez eux et après ils viennent vous voir pour tel ou tel module? Alors ça dépend complètement, on peut faire les deux. Nous on travaille des programmes complètement personnalisés. Là typiquement j'ai une grosse société agroalimentaire qui m'a appelé pour son site parisien parce qu'ils font monter quelqu'un en compétences, donc un plutôt commercial qui va prendre des responsabilités un peu managériales. Donc l'idée c'est de le former sur les outils plutôt d'analyse de chiffres,
Et donc du coup, on va travailler sur un programme complètement personnalisé avec ces outils pour l'aider en fait à gagner du temps, qu'il ne passe pas je ne sais combien d'heures à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Après, on a des questionnaires, nous, plus pour comprendre d'où vient la personne, quel est son niveau et où est-ce que le manager souhaite qu'elle aille. Et là, donc, on va construire un parcours personnalisé. Ok. Donc, vous vous occupez de la construction de ce parcours avec différents modules et après, dans l'idée de l'amener quelque part. Ok. Ok. Ah, je savais pas. On en apprend tous. Donc, ok. Partie RH, reconversion professionnelle, on a un peu parlé, on peut rentrer un peu plus dans le détail aussi parce que tu as des personnes, tu as vraiment deux parcours différents de reconversion. Tu as la personne qui veut aller apprendre un métier, des personnes qui veulent monter leur boîte. Peut-être qu'il y en a plus, je ne pense pas, mais ouais. Il y a les personnes qui aujourd'hui, vu qu'on est au Pays Basque, petite structure, vont pas suivre ni une reconversion sur un métier, ni le lancement d'une boîte, mais elles vont suivre une société qui a des valeurs. Et elles vont se dire, je veux bosser pour cette société parce qu'elle a certaines valeurs, j'adhère à ces valeurs, je veux, en tant qu'adhérent à ces valeurs, me fondre, faire quoi qu'il en coûte, couteau suisse, faire ce qu'il faut, mais je veux bosser pour cette structure ou avec cette personne parce que c'est ça que je veux suivre et c'est ça que je veux plus dans ma vie d'avant, c'est suivre sans savoir pourquoi je fais ce que je fais, quoi. Donc là, il y a aussi ce côté, on est quand même, on va parler des grands groupes, mais il y a le côté petite structure, on pourrait croire petit besoin, et non, besoin démultiplié sur plein de compétences différentes. Et les personnes souvent font un choix au bout de quelques mois sur, bon, je suis plus utile à la structure sur le digital, sur le marketing, sur le commercial. La personne n'était pas du tout commerciale au démarrage et se découvre commerciale en accompagnant le dirigeant ou la dirigeante en se disant, bon, bah là je peux aider plus que jamais, j'ai un peu de DIF, j'ai du CPF, ou la société a de quoi investir, et bien investissons dans la formation, parce que là ce sera utile et ce sera déjà vérifié, mais ça vaut pour les petites structures d'ici, où entre 3 et 10 personnes, tu es obligé de prendre quand même pour un métier, mais finalement il vaut mieux avoir des personnes qui sont prêtes à mouiller la chemise et qui savent, et qui vont être sachants du pourquoi je mouille la chemise. Ben, la petit parcours personnel, moi par exemple, sorti de l'université, j'étais quand même bien diplômé, et j'ai tenté un grand groupe, j'ai fait 4 mois. 4 mois, et c'est sûr que c'était pas mes valeurs, même si je gagnais très bien ma vie, l'argent c'est pas du tout ma valeur number one, c'est pas ma priorité. Et j'ai quitté au bout de 4 mois, alors que je gagnais vraiment très bien ma vie j'avais 25 ans, et pour aller en start-up. Et le but c'était de rejoindre en effet une petite structure où il y avait encore plein de choses à faire, et surtout une structure dans laquelle je pouvais toucher à tout. Parce qu'il y a des profils peut-être comme moi, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais moi j'adore toucher à tout. Aller mettre vraiment les mains dans les outils et avoir des responsabilités, parce que si tu arrives dans un grand groupe aussi, c'est difficile au départ avec une hiérarchie extrêmement verticale qui te met pas forcément en avant en tant qu'être humain. Et ouais, moi complètement, c'était pour ça. Moi j'ai pas utilisé de CPF, j'ai pas fait de formation professionnelle, bon voilà, mauvais exemple. Mais par contre, je me suis formé en solo sur Internet. Internet aussi, il y a un bon moyen de se former. Donc, bon, c'est la plus grande école aujourd'hui. Mais avec le recul, c'est aussi parce que j'étais pauvre. Donc, du coup, j'avais pas d'argent pour faire des formations, j'avais pas de CPF, j'avais rien du tout, parce que j'étais à l'étranger avant. Mais pourquoi pas? Je pense que je l'aurais fait sincèrement. Je serais allé voir Pôle emploi ou quoi. Pour aller sur une nouvelle expérience métier. Et là, c'est un sujet aussi que je voulais aborder, ça tombe bien, parce que j'ai été à un moment donné au RSA, et pour chercher après des formations qui étaient soutenues par Pôle emploi de qualité, ça a été un problème. Moi, j'ai fait des formations, en tout cas dans l'entrepreneuriat, j'en ai fait une et j'en ai fait qu'une. Parce qu'il y avait vraiment des soucis en termes de qualité, et c'était difficile d'y voir clair. Et je pense que là aussi, il y a un gros travail à faire. Et d'ailleurs, il y a Calliope qui va bientôt sortir, qui va être justement un peu une mise à jour de ce qui existe en termes de formation professionnelle, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et donc, ils essayent de monter un peu la barre, si j'ai bien compris. Oui, alors moi je ne suis pas issue de la formation, je suis plutôt issue de l'informatique et de la bureautique, mais en tout cas depuis que je suis là, je sais qu'il y a eu énormément de normes tout le temps, beaucoup de certifications à passer, c'est un métier très difficile que de tenir un centre de formation. Et là, Calliope aujourd'hui, c'est une norme en fait qui va effectivement
nous demander encore plus de traçabilité et mettre vraiment le stagiaire au centre de la formation. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. On ne va pas faire en fonction de budget ou quoi, non. On prend la personne ou l'entreprise et on va essayer de faire que les deux soient vraiment en lien avec l'activité de l'entreprise. Donc à l'IOPI, oui, normalement, on devrait être audité au mois d'octobre, donc ça nous demande beaucoup de travail parce qu'on a plus de 550 formations, donc chaque programme doit être revu, c'est beaucoup de travail. Mais je pense effectivement qu'à un moment donné, ça va donner voilà, des choses encore plus qualitatives et la personne saura vers qui se tourner. Et Pôle emploi, pour te rejoindre, on travaille beaucoup avec Pôle emploi. Il y a du budget aujourd'hui qui est fait pour les demandeurs d'emploi. Il faut bien les accompagner parce que c'est des personnes qui sont souvent un peu seules face à leur destin, elles ne savent pas quoi faire. Mais il y a du budget, il y a des centres de formation qui sont là pour les écouter et on peut mettre en place des choses pour elles qui sont très bien, qui les remettent vraiment oui, sur le marché de l'emploi. Ouais, en valeur. Ouais, complètement. Ouais. C'est pour ça, là, je reparle de tilt, mais c'est smart parce que la plupart des gens, finalement, ils savent pas, ils n'ont aucune idée d'où aller. Donc ils vont chercher telle ou telle formation, mais souvent c'est des échecs, quoi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font la formation dans le code, genre le wagon, la Y Code School, tout ça. Ils y vont et ça dure 4 mois, 6 mois, ils essayent d'apprendre un métier et ils sortent de là, en fait c'était pas leur voie et ils ont dépensé leur budget formation et là, ah merde, qu'est-ce que je fais? Oui, parce qu'en fait parfois les gens pensent que parce que tu fais 4 mois, 6 mois ou 1 an de formation sur un sujet, il va vraiment être hyper approfondi. Ben, pas forcément, alors nous bien sûr on prêche pour notre paroisse parce qu'on a des formations très courtes, mais nous nos formations, voilà, on va avoir un sujet, mais vraiment un sujet pour lequel on va prendre des exemples précis que ont nos clients, ce que font nos clients, et donc du coup la personne quand elle sort de là, elle a des choses concrètes. On n'a pas passé 6 mois, 1 an, même si c'est très bien les formations longues. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas adapté. Pour d'autres, c'est bien, et pour d'autres, pas. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre l'individu lui-même, et non pas partir sur des schémas de financement ou autres. Yes. Donc pour récap, amour. Ok. Amour de connaître ce qu'on aime, parce que sinon ça ne fonctionnera pas de toute façon sur du long terme. De 2, pratique, formation pratique. Et là, de toute façon, les formations, elles vont vraiment gagner en qualité dans les prochaines années. En 3, je dirais, c'est le point 3, c'est la partie, vous pouvez vous faire financer, mais c'est pas automatique. Parce que les formations, elles apportent de la valeur. Les boîtes de moins de 50 employés ont le droit à des financements. À plus de 50, ce n'est pas le cas. Il y a plein de financements, il faut juste les chercher. Donc il y a des financements pour les toutes petites structures et l'entreprise peut avoir l'OPCO, donc l'organisme collecteur de fonds. Il y a un plan chaque année qui peut différer. Donc les moins de 10 aujourd'hui sont très favorisés, suivant les OPCO aussi. Après, pour les plus grandes sociétés, il y a les fonds européens. Il y a aujourd'hui le FNE, je ne sais pas si on a entendu parler, mais toute société qui a encore du personnel en chômage partiel peut bénéficier de ce fonds, et c'est très important pour nos clients, notamment les plus grosses structures, puisqu'on a pu financer grâce à ces formations. Après, il y a le CPF. Après, il y a quand une société embauche une personne venant de Pôle emploi, il y a aussi la prise en charge de formation. Enfin, il y a vraiment beaucoup de solutions pour financer en tout ou partie. Donc l'entreprise peut prendre une partie, mais elle peut se faire aider aussi. Voilà, quand elle souhaite aussi embaucher ou pour d'autres schémas. Donc il y a vraiment des budgets. Il faut juste se renseigner ou venir nous contacter. On vous aiguillera sur les budgets. Et parfois ils sont complémentaires. Par exemple, CPF et Pôle emploi, les gens ne savent pas forcément, mais si vous avez un CPF, vous pouvez aller voir Pôle emploi, ils vont mettre bout à bout en fait ce qu'ils sont prêts à vous donner. Je crois que c'est 4 000 € maximum. Alors depuis le 8 juillet maintenant, on n'est pas obligé. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une déclaration sur Pôle emploi, etc. Aujourd'hui, Pôle emploi voit directement quand vous faites une demande sur votre plateforme CPF. Donc vous faites une demande sur la plateforme CPF et Pôle emploi peut directement abonder sur votre plateforme. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alléluia. Alléluia. On laisse passer l'amour, mais après l'amour des réseaux aujourd'hui, ou l'amour des échanges, notamment des échanges dans des réseaux professionnels, pour les indépendants, pour les entrepreneurs, pour les entrepreneuses. On a eu des personnes de Bouge ta boîte la dernière fois, association qui décolle, mais on avait aussi Anderenaya qui était présent il n'y a pas longtemps.
Bon là je prends 2 exemples au féminin, mais le fait de casser l'isolement d'un chef d'entreprise qui est en démarrage, et donc si possible d'échanger sur ce qui ne va pas ou les faiblesses. On peut avoir des réunions d'entrepreneurs où on va faire un plan stratégique, on va mettre 2 jours de prospection par mois. Ça c'est posé en formation, la personne est là pour accompagner, sauf que c'est juste le mot prospection qui pose problème, parce que la personne après elle ne sait pas ce qu'elle va devoir faire en prospection, elle ne sait pas comment faire de la prospection. Pour d'autres ce sera naturel parce que leur produit est facile à vendre, c'est dans un endroit précis, avec un public précis, la prospection ne pose pas vraiment de problème. Mais des termes comme ça qui sont posés dans la vie d'une entreprise ou la vie d'un entrepreneur, parfois ça ne veut pas dire grand chose au tout début, il se dit il faudra le faire, c'est facile. La personne ne voit pas qu'elle a un besoin de formation tout de suite. Elle s'en rend compte quand elle échange avec ses pairs et qu'elle se dit d'accord, ah oui, toi tu signes à chaque fois et pourtant on a à peu près les mêmes business. Ah, t'arrives avec une presse, okay. T'arrives avec le produit. Ah, moi j'appelle toujours. Enfin, la personne n'aura pas obligatoirement les bons réflexes. Ça, c'est pas la formation qui changera du tout au tout. Mais en tout cas, de mettre le point sur le digital, le site qui marche pas, pourtant j'ai dépensé 3 000 €, je comprends pas pourquoi il marche pas mon site. Ben, ça, c'est des sujets 30 000 €. 30 000 €. On va avoir plein de cas d'école. On en parlait juste avant sur les plateformes de financement participatif. À un moment, il faut mouiller la chemise en tant que porteur de projet. Si on ne mouille pas la chemise, ben, il vaudrait mieux peut-être qu'il y ait des réunions de porteurs de projets à succès qui disent j'ai mouillé la chemise à 800% pour passer rapidement le 100%, pour travailler finalement d'une certaine façon et aller vers un objectif qui a du sens, un objectif qui fait écho, par exemple au travail d'Ecosi, qui est là ce soir, je les cite quand même, il faut les citer. Maël Prud'homme, bienvenue dans la place. Mais c'est hyper important. Si on ne vous guide pas vers un objectif qui est finalement l'objectif de réussite d'une société qui a des valeurs, qui porte des gens, qui donne de l'emploi, parfois on ne sait juste pas. C'est ça qui est terrible. On reparle des 4 mois de formation d'un coup en se disant je veux être développeur. Est-ce qu'avoir rencontré avant des développeurs, avoir échangé avec des personnes qui sont dans ce milieu-là et se dire je peux passer une journée avec toi quand même pour voir ce que c'est que d'être développeur? Je pense que de plus en plus c'est fait, mais il faut absolument ne pas se tromper sur le but. C'est facile pour moi, c'est de la prise de parole. La prise de parole, les gens viennent me voir avec un blocage. Quand on a un blocage, on sait où est le problème. Quand on n'a pas fait de prospection, qu'on n'a pas fait de vente, qu'on n'a pas fait tourner une boutique, comment savoir où est le problème? On ne peut pas le savoir au début, c'est compliqué. C'est ça. Alors là, moi j'ai 2 exemples qui sont très très parlants. Nous, on a chez nous des gens qui ont fait ce type de formation développeur. Là, on a Franck qui, lui, est un vrai développeur. Quand ils ont commencé à discuter, de suite, là, on s'est rendu compte en fait du gouffre, quoi. En termes de compétences, et surtout par rapport à ce qu'on leur avait promis, qu'ils allaient avoir un job et qu'ils allaient devenir développeurs et tout. Tu sors de là, et mon coco, en fait, tu sais pas grand-chose. C'est normal, mais parce que c'est un vrai métier et ça s'apprend, c'est long. Mais voilà, faut pas faire de promesses dans le vent comme ça. Et deuxième exemple, c'est nous, par exemple, même encore aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a la plupart des gens qui comprennent pas ce qu'on fait. Et finalement, nos clients aujourd'hui qui viennent vers nous, c'est des gens qui sont venus, enfin, c'est des gens qui ont rencontré des gens qui avaient fait notre formation par hasard à la base, quasiment, hein, parce que c'était des porteurs de projets. Ils se sont dit, ouais, gros fucking lean startup, tout ça a l'air, ils ont l'air carrés, les gars. On s'était rencontrés par hasard et de fil en aiguille, dans ces rencontres, la pédagogie s'installe. Et nous, en tant que porteur de projet, après, ça t'aide en effet à améliorer notamment ton produit. Nous, on change complètement de discours à partir de là, de la fin du mois, sur tout ce qu'on fait. Parce que c'est bien de vouloir faire start-up ou de vouloir parler métier. Mais qui c'est qui parle ta langue à la fin? Donc faut être hyper pédagogue dans tout ce qu'on fait, quoi. Sinon on se comprend pas, quoi. Voilà, aussi simple que ça. On fait un petit bilan sur les différents modes de financement. Ouais. Comme ça c'est hyper pratico-pratique, mais je pense que c'est bien parce que je suis pas sûr que vous les connaissez tous. En tout cas moi avant de me lancer vraiment dans la formation professionnelle, j'avais aucune idée de tout ce qui existait et je me suis dit mais merde, en fait j'ai loupé quelque chose, clairement. Et tout le monde se le dit parce que nous, quand on a nos clients au téléphone, ils arrivent, tac tac, et on leur explique tout ce qui existe et tout le monde est là en mode ah ouais. Et des fois il y en a qui payent rien parce qu'ils ont suffisamment de CPF par exemple. Donc bon, c'est quand même utile de savoir que ça existe.
plutôt que de se dire ah non, j'ai pas les sous alors que vous les avez en fait dans le backup, comme on dit. Alors, pour le salarié, lui, il a son CPF. Donc, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez souvent donc, les heures de diff qui ne sont pas forcément d'ailleurs mises sur le CPF, donc il faut faire la démarche soi-même. Et là, ce budget, tu peux l'utiliser soit pour toi, individuellement, ou soit dans le cadre de ton entreprise. Je dis juste, ce qui est bien avec le CPF, c'est que c'est vraiment une plateforme en ligne. C'est-à-dire que tu te branches sur ces comptes formation.gouv, Alors quelque attention, chose. il y a plein de noms, bon compte-formation. Attention, il y a un compte Tomber sur le bon. du gouvernement, le reste c'est des organismes de formation. Ouais. On pris des presque. Ça, c'est pas bien. C'est des méchants ceux-là, méchants. Donc ouais, il y a vraiment une plateforme, c'est simple, vous tapez le type de formation que vous souhaitez, en fait le nom ou l'organisme de formation, si je me rappelle bien. On va taper Vertego. Mais ça devrait être bon. C'est ça, tapez Vertego parce que nous on est aussi dans leur catalogue. Boncompteformation.gouv.fr. Voilà. Donc là, c'est très simple, vous rentrez dedans, et vous avez de suite le montant qui arrive en fait. Donc là, vous savez déjà le budget que vous avez. Alors après, c'est vrai, c'est pas toujours hyper pratique pour aller chercher les formations. Donc c'est vrai que je dis appelez Vertego, ou un autre centre de formation, mais appelez votre organisme de formation, il va vous aiguiller pour vous dire, pour vous aider à trouver la formation. Donc ça, c'est pour le salarié. Et après, ce que je veux dire aussi, c'est que le salarié a le droit d'aller voir son service RH pour dire j'aimerais faire une formation. Parce que parfois, les services RH ne le savent pas. Donc ils ne peuvent pas proposer une formation parce qu'ils pensent parfois que les salariés ne souhaitent pas faire de formation. Donc je pense que déjà la première base, c'est la communication, d'en parler quand on fait les entretiens individuels annuels, d'en parler, et après ça va venir au sein de l'entreprise. Et l'entreprise n'a pas non plus des planches à billets, donc quand elle n'a plus de sous pour la formation, elle ne peut pas non plus former ses salariés. Donc je pense qu'il faut juste trouver le juste milieu entre les deux, mais pour le salarié en tout cas, s'il veut aider, et souvent, moi ce que je conseille, c'est que le salarié regarde son compte formation et aille après voir sa RH, dire bah voilà, je me suis renseignée, j'aimerais beaucoup faire cette formation, ça coûte 2000, j'ai que 1005, est-ce que l'entreprise souhaite rajouter pour moi les 500 €? Et souvent c'est fait parce que le salarié va prendre en compétence. Donc du coup l'entreprise, il y a peu de probabilités qu'elle refuse en fait. Et un point très important sur l'application et sur le site, vous pouvez rechercher les formations qui vous intéressent. Et là, pas de chance, vous allez tomber sur des formations qui sont à 800 km, 500 km, avec des intitulés très précis. Et c'est l'intitulé que vous avez tapé. Donc ça veut dire que ces formations existent aussi en local, ou existent plus proche de vous, c'est quasiment certain, mais juste c'est pas tout à fait le même intitulé. Donc, même chose, allez voir des personnes en local pour dire, sais-tu qui peut la donner et peut utiliser mon compte CPF, et pas partir faire de la communication digitale à l'heure sur loin, parce que là, ça tombait sur communication digitale et marketing, et le terme précis tombait dans le moteur de recherche. Donc faites attention à ça, c'est un vrai faux ami, c'est-à-dire que oui, elle existe, sans doute elle existe avec d'autres noms qui ne sont pas celui-là. C'est ça. Donc ça, c'est pour le salarié. Le demandeur d'emploi, on en a parlé, il peut faire via son CPF aussi, ou via Pôle emploi. Et ensuite, l'entreprise, donc elle a son OPCO, donc vous payez en tant qu'entrepreneur ou entreprise chaque année un budget de formation, donc il faut l'utiliser, sinon il n'est pas pour vous. Donc vous payez quelque chose qui est pour une autre société. Donc c'est très généreux, mais c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc vous pouvez l'utiliser, donc vous avez ça, vous avez les fonds européens, et vous avez le fonds FNE avec le Covid aujourd'hui, qui, je crois, s'arrête fin septembre ou fin octobre. Donc peut-être sera prolongé un peu, mais c'est pas sûr, donc il faut faire les dossiers avant. Et après, donc avec votre OPCO, souvent vous avez des plans, donc il suffit de demander pareil à votre contact dans l'OPCO. Donc pour les sociétés informatiques, par exemple, c'est Atlas, anciennement c'était le FAFIEC. Donc, voilà, c'est votre comptable qui vous oriente vers ça aussi. Oui, voilà, le comptable peut le savoir, parce qu'en général, les sociétés ne le savent pas, mais même en tant que auto-entrepreneur ou quand vous avez une société seule, vous avez entre 1000 et 1500 € par an que vous pouvez utiliser, donc ça va dépendre aussi des entreprises, mais que vous pouvez utiliser pour être formé. Y compris si vous êtes tout seul. Oui, si vous êtes tout seul, vous pouvez. Voilà. Moi, j'ai une architecte qui voulait être formée sur AutoCAD, on a regardé ensemble. Voilà, le budget qu'elle pouvait avoir, elle ne pourra pas tout faire aujourd'hui, parce que la situation ne lui permet pas, avec ce qu'on a vécu là en 2 mois de confinement, donc elle n'a pas une trésor de fou. Mais par contre, elle va essayer de faire une partie cette année, puis on regardera une partie l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cet argent donc, qui est cotisé dans les OPCO sur des formations qui ne seraient pas Datadoc?
Je pense que non, mais après, ça doit dépendre peut-être après Les OPCO, en fait, ils ont chaque année une ligne. Donc, en fait, ils peuvent te financer quelque chose sur l'année 2020, et puis en 2021, on n'aura rien. Après, il y a les actions collectives. Donc, les actions collectives, c'est sur des sujets comme, je sais pas, on parle de Java, par exemple, tout à l'heure. Voilà, ils vont dire, bah, OK, sur Java, tu auras tant, si tu mets tant de salariés, etc. Donc, ça, c'est un autre pan de l'OPCO, en fait. Alors, c'est juste une intervention pour dire que quand vous regardez des formations, il est important de se dire aussi, est-ce que cette formation est admissible à ? C'est-à-dire, est-ce que je peux la faire ? Oui, sûrement. Il y a sans doute déjà des prérequis pour les faire ou pas, certains niveaux à déjà avoir ou pas. Par contre, est-ce que cette formation peut être prise en compte ou pas dans mon DIF, mon CPF, par l'OPCO, etc. Ben, ça dépend aussi. Ça dépend si cette formation est enregistrée. Et Datadocké a répondu à certains critères qui font qu'elle est visée. Et en plus, donc maintenant, sera Calliope. Dans quelques semaines, certains le sont déjà, j'ai vu des sociétés de passer. Mais voilà, regardez, finalement, c'est pas compliqué, mais c'est pas si simple non plus. Il ne faut pas se tromper dans ce que vous pouvez faire, où vous pouvez le faire, avec quel argent vous pouvez le faire, et surtout si l'organisme est ou pas astreint à certains types de candidats ou pas. Tu as ça, et tu as aussi certains financements qui ne sont accordés que si la formation est certifiante. Donc, c'est pas grand-chose parfois. Sur de la bureautique, c'est un QCM auquel il faut répondre. Ce n'est pas sujet à note, donc même si vous avez 0 sur 20, globalement, vous l'avez passé, donc on considère qu'elle est certifiée. Mais après, vous avez d'autres certifications qui sont bien plus complexes à avoir, et si on ne l'a pas, vous ne pouvez pas vous faire non plus prendre en charge votre formation. Yes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'est sorti de l'esprit. Une question peut-être. Alors moi j'avais une question, mais c'est plus sur Calliope. Donc est-ce que ça veut dire, parce que j'entendais beaucoup dire que l'université, l'école, c'est un peu comme les formations à l'ancienne, on y va, on y est bien, mais on oublie tout une semaine après. Est-ce que dans Calliope, donc il y aura un suivi peut-être temporel pour savoir si les gens appliquent vraiment ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire si on fait du marketing digital, est-ce qu'après la personne a vraiment fait du marketing digital ? Est-ce qu'elle a l'impression 6 mois après qu'elle a progressé, qu'elle a utilisé les connaissances ? Ou est-ce qu'on reste quand même, et j'ai peur de la réponse, mais on reste quand même sur du one-shot, où la personne vient, oui, le format peut faire qu'elle a pratiqué pendant 2 heures dans la formation, mais finalement, il n'y a pas une obligation de garantie du suivi des compétences dans le temps pour que la personne, si elle n'a pas appliqué dans les 3 semaines, c'est ce qu'on dit souvent, si on n'applique pas la connaissance dans les 2-3 semaines, c'est plus la peine d'essayer d'y revenir, tout sera envolé. Donc est-ce que ça s'est fait ou Calliope ne répond pas à cette demande souvent des gens qui sont formés, je sais pas, au mois de juillet, ils vont reprendre au mois d'octobre, compliqué. Après, moi je ne peux pas être derrière chacun des stagiaires pour voir s'ils pratiquent le logiciel pour lequel il est formé. Ce qui est sûr que c'est chez Vertego bien avant Calliope. Pour nos stagiaires en tout cas, on leur met entre guillemets à disposition la compétence de notre consultant pendant les 3 mois après la formation. Donc pendant 3 mois après la formation, je ne garantis pas qu'il aura le consultant dans l'heure où il appelle, parce qu'il est en général en formation. Mais par contre, il a 3 mois pour revenir vers nous, pour nous poser les questions. S'il est sur son propre projet, qu'il n'y arrive pas, il appelle. Et bien souvent, voilà, le consultant va le rappeler à sa fin de cours ou dans la semaine s'il est en déplacement pour essayer de l'aider. Donc nous, c'est une démarche que l'on a aujourd'hui, que l'on gardera bien après Calliope. Ce qui est sûr, c'est que Calliope est bien plus complexe pour nous qui avons énormément de formations en catalogue que peut-être une structure qui en aurait 10, 20, même 50 formations. Donc aujourd'hui, nous on essaye de faire au mieux pour être certifié Calliope, ce qui ne changera en rien ce qu'on dispense aujourd'hui, puisque pour nous, vraiment, le stagiaire est au cœur de tout notre procédé de formation. Donc pour nous, c'est juste changer, effectivement, ou adapter des termes, des contenus, un suivi pédagogique. Alors je sais qu'il y a des évaluations qui vont partir sous 45 jours, à froid, etc., pas à froid, bon. Oui, mais nous aujourd'hui on le fait déjà pour nos stagiaires. C'est juste que pour nous il faut qu'on rematérialise des choses, qu'on change un peu le phrasé ou autre l'organisation, mais dans le fond, chez nous c'est déjà fait. On peut intervenir ou on vous laisse... Of course, Maëlle. Non, je pense que je parle suffisamment fort, sauf si vraiment tu veux que je prenne le micro, mais moi
moi je pense que, mais tu regardes les écoles de commerce ou l'université ou même l'école, c'est aussi ce que tu viens chercher toi en tant que ou stagiaire ou apprenant. Tu ne peux pas demander à un moment à un organisme de formation de babysitter de façon permanente les gens qui viennent. C'est aussi ce que tu mets. Alors moi j'ai eu l'occasion, j'ai découvert le CPF il n'y a pas très longtemps, j'ai repris des cours d'anglais parce que j'ai pratiqué il y a très longtemps et puis il y a des moments où tu es moins dedans et tout. Et c'est ce que tu mets. Et moi ça m'a énormément apporté parce que je savais aussi ce que j'allais chercher. Mais moi je pense à un moment, enfin, surtout quand on devient adulte, c'est tu vas chercher quelque chose. À un moment, tu y vas quoi. Enfin, tu peux pas non plus t'appuyer que sur les organismes en disant oui mais vous m'aviez dit. Donc à un moment c'est aussi ce qui est vrai et ce qui est évident, mais on est toujours sur le côté. Le terme babysit a été utilisé, donc c'est important. Les personnes vont en formation comme elles vont en vacances parfois. Et ils choisissent d'aller en formation sur un truc cool. Ah ouais, mais c'est la responsabilité de chacun. Les gens vont tranquillement en formation ou alors se disent peut-être que j'aurai un projet de reconversion dans 1 an et demi. Tiens, je vais utiliser mon CPF aujourd'hui dans de la couture, machin truc. Je vais plus rien toucher à la couture pendant 1 an, mais je pense toujours à ce projet de. C'est des soucis juste de pédagogie et de courbe d'apprentissage. Ouais. Si vous vous formez à quelque chose maintenant, vaudrait mieux l'utiliser quand même juste après. Si votre employeur, par exemple, veut vous passer sur AutoCAD, super, mais en fait, va commander les licences le 1er janvier et vous forme maintenant, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance et c'est pas un problème finalement de revenir 3 mois après, c'est juste, vaudrait mieux qu'il soit au courant avant de faire la formation que vaudrait mieux l'appliquer tout de suite et ça vaut sur quasiment toutes les formations. Vraiment, ce que Maël, je pense vraiment, il dit, c'est justement, enfin, tu y vas parce que tu sais ce que tu veux et tu t'investis dedans. Et aujourd'hui, sur la partie financement, c'est aussi pour ça qu'on dit que les financements, c'est pas automatique, parce que c'est nos impôts au passage. Non, mais voilà, moi, je suis complètement avéré que ça existe de cette manière-là en France, parce que bon, les gens ils devraient mettre directement ce que ça coûte, et peut-être qu'on serait aussi un peu moins taxé, parce que ça coûte très très cher au niveau national. Et si tu regardes bien, c'est vrai que certaines personnes qui se font financer notamment à 100% les formations, elles arrivent en mode vacances des fois, mais vraiment c'est chaud. Pour moi c'est exactement pareil que le nouveau système qui arrive, c'est-à-dire qu'en fait on met des normes sur des normes parce que finalement on n'arrive pas à contrôler. Le fait qu'à un moment si tu vas en formation c'est bien pour être en formation. La problématique du CICE, on a bien vu ce que ça donnait, c'est-à-dire qu'à un moment, enfin moi j'ai bossé avec les banques pendant des années. Et c'est le jeudi, ah ben non, ils étaient en formation CICE, machin, et en fait on les voyait, ils n'étaient pas plus compétents. Et alors après, il y a des gens qui arrivaient et qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, ils montaient en compétences. Je ne pense pas qu'on changera les gens, par contre, nous-mêmes, sur notre fonctionnement, évidemment. Mais effectivement, moi je parle de babysitting parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui est gratuit n'a pas de prix, donc tu prends moins de façon sérieuse. Et on le voit aussi sur les thérapies, c'est-à-dire les vraies thérapies où tu viens et tu vas payer, et c'est pas remboursé, mais tu t'impliques bien plus. Et parce qu'à un moment, l'argent t'amène à t'impliquer. Après, moi je pense que c'est aussi une sacrée chance en France de pouvoir se former. Et pareil, alors vous ne connaissez pas, donc clairement, c'est pas du tout pour faire de la lèche, mais je trouve que c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un qui pendant 3 mois peut dire ok, je fais du SAV pour mes formés et mes apprenants. Parce que ça, pour moi, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, le nouveau système. C'est juste de la paperasse pour vous en plus. C'est énormément de travail pour nous. C'est vraiment... C'est très très bien. Merci à Calliope qui fait des efforts. Non, mais c'est beaucoup de travail pour nous, c'est vrai. Mais après, nous, on se dit que, quelque part, ça va... nous pousser aussi. D'ailleurs, là, on est en train de revoir tous nos programmes et on se rend compte que on n'est pas parfait. Voilà. Donc, il y a des petites coquilles dans nos programmes. On rappelle nos consultants qui disent non, mais attends, tu sais, là, maintenant, c'est telle version, c'est le top, celle que vous avez en catalogue, bof. Quoi. Donc, du coup, ça nous permet à nous de faire un gros travail là-dessus. Donc, bon, tout ça, il faut le faire. Donc, pour régler ce problème, il faut baisser les financements et que les gens comprennent qu'il y a réellement de la valeur. Moi, à mon avis, c'est ça. Mais bon, ça. Mais après, tu as des petites sociétés qui n'ont vraiment pas de moyens et du coup, ça aide leurs salariés à monter en compétence. Moi, je pense que c'est ça. À qui tu le donnes, comment tu le donnes. Ah, mais c'est chaud. Comment c'est fait. Effectivement, l'intérêt aussi pour des boîtes comme la tienne, qui ont beaucoup de formation, c'est de pouvoir à nouveau se remettre en cause et de pouvoir avancer. Je pense que finalement, c'est au-delà de la forme, c'est plutôt le fond qui est important. C'est-à-dire, comment est-ce que tu intègres ça, donc une contrainte
comme une opportunité. Ce qu'on a vécu pour le Covid, ce qu'on a vécu pour plein de choses. Comment est-ce qu'on amène une contrainte à devenir, bah ok, on peut devenir meilleur et faire quelque chose. Juste pour citer un exemple, parce qu'il m'a marqué à vie, il y avait des ateliers pour faire son CV en école de management au Canada, à Montréal, et ils avaient toujours une centaine d'inscrits, ils avaient juste 25 personnes qui venaient, et ça se passait bien, mais voilà, ils étaient toujours déçus, c'est pas possible, 75 qui se sont inscrits, qui ne sont pas venus. Ils ont passé les ateliers à $2. $2 c'est rien, hein. $2 c'est vraiment que dalle. Mais ils avaient moins d'inscrits, 35, 40, mais ils avaient 35-40 présents à chaque fois. Clairement. Et les 35-40, finalement, quelque part, ils participaient bien à l'atelier. Et ils se disaient, j'ai donné un peu de ma personne, j'ai participé, $2, hein, c'est rien de L'engagement. L'engagement, c'est psychologique aussi. Je paye, j'attends mon engagement parce que j'ai payé. J'attends mon engagement, pas l'engagement du formateur, mon engagement. Je me dois ça. J'ai posé une pièce. Ce qui est complètement fou, mais psychologiquement, c'est compliqué quand c'est gratuit. C'est compliqué. C'est un truc de dingue, mais c'est compliqué de se dire jusqu'au bout, je vais m'inscrire, je vais venir, je vais être open, je vais pas prendre mon téléphone, je vais vraiment écouter. Ouais. C'est compliqué. Et là, ça dépend vraiment des gens, parce que nous, quand on les a en face, c'est au cas par cas, quoi. On passe aux événements à 2 € maintenant. Mais oui. Et non, mais même regarde là, ce soir. En fait, l'entrée, le moment est gratuit, mais c'est 10 balles. Ouais. 10 balles parce que finalement, le fait de se dire, ok, je viens, typiquement, hein, moi je me suis inscrit, mais comme nous tous, je pense, on a ras la gueule de boulot et tout, et à un moment, je me dis, putain, il est l'heure, il faut que j'y aille. Je me suis engagé déjà à venir, je sais que ça va être payant, mais en fait, je reste jusqu'au bout. On n'est pas nombreux. À un moment, on se doit, parce qu'on a fait cette démarche-là, d'aller au bout de la démarche. Et donc, Carrément. dans ce cas-là, on est assez. Enfin, je pense que pour le coup, vous voyez que c'est aussi un peu exigeant en termes de réactivité qu'il peut y avoir, parce que je suis intéressé par ce qui va se passer. Parce que typiquement, sinon, en fait, on ne vient pas. Et le fait que ce soit payant, mine de rien, ça amène aussi cette réflexion-là. On n'est pas nombreux ce soir. Je pense qu'on y est vraiment. C'est ça. Et juste pour revenir sur la courbe d'apprentissage, c'est pour ça que finalement, je mets 2 € ou 2000 €. C'est pas très important en fait, c'est combien je vais mettre d'énergie, combien je vais mettre d'engagement moi personnellement. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de savoir jusqu'où je me donne comme palier à atteindre. Premier petit pas ou premier grand pas ou saut quantique vers l'inconnu, je ne sais pas du tout où je vais. Donc c'est ça qui est compliqué finalement. La courbe d'apprentissage, oui la formation va aider, et oui la formation va être évidemment d'une importance clé pour passer d'un point 1 à un point 2. Par contre sans engagement, sans dire finalement c'est mon CPF, c'est mon DIF, c'est quand même de l'argent que j'ai sur mon compte à moi personnel, je le mets là et pas ailleurs, je pense qu'on paye quand même d'une certaine façon. Beaucoup disent formation gratuite. Non, la formation elle est payée par un droit que tu as acquis grâce à ton boulot. C'est pas gratuit. Après, savoir jusqu'où on veut aller, c'est là où pour moi il peut y avoir un biais énorme sur la non-connaissance de l'inconnu. Mais ça c'est la pédagogie du formateur. Franchement c'est vraiment ça, c'est dès que tu vas consulter le programme de ta formation, c'est censé être suffisamment bien expliqué et qui te dit clairement voilà, à la fin tu as acquis ça. Par contre, tu as acquis ça si tu t'es engagé, quoi. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, c'est assez marrant parce qu'en fait ils ont zéro engagement tout le long et à la fin ils font ah, mais pourtant vous m'avez promis machin. Là tu les regardes, tu fais ouais, mais bon, t'es avec ton téléphone, t'as pas t'as pas de cahier. Non mais tu rigoles, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui allait s'en sortir. Hein. Alors que c'était émis convocation et tout, noir sur blanc, ordi obligatoire et tout, et ben non. Ah bon? Il faut. Ah bon? On va faire du digital. Voilà. C'est pas faux. Bah ouais. Non, mais tu peux pas apprendre à jouer au piano sans pratiquer, quoi. D'accord. T'es obligé à un moment que ce soit. Alors après, quand tu viens en formation, je pense que tu peux être aussi exigeant. Toute la problématique aussi des organismes de formation et de ceux que tu as pu voir, ou certains que j'ai pu croiser à un moment ou à un autre, c'est d'avoir des pimpins en face de toi qui sont vraiment pas au niveau. Et donc là, ça devient difficile. Après, je pense que l'engagement, il est financier, comme j'ai dit au départ, et je pense que, pour moi en tout cas, tout travail mérite salaire, et je pense que vraiment, quand un consultant fait son travail, l'entreprise devrait payer ou le salarié devrait payer. Mais en même temps, pour nous,
de manière naturelle, mais quelque part, je pense que ça engage aussi nos stagiaires, c'est qu'on fait beaucoup de travail en amont, soit avec les RH, pour bien comprendre le niveau du stagiaire et là où on doit l'amener, peu importe la société, très grande société ou très petite société, peu importe pour nous. Et le stagiaire, c'est la même chose. On va vraiment travailler en amont avec lui pour que du coup, quand ils viennent en formation, quelque part, oui, ils se sentent engagés, parce que c'est aussi son choix. On lui a expliqué pourquoi on le mettait, parce qu'il pense être à un niveau là, et que bon, quand on pose 3-4 questions, on se rend compte qu'il est quand même un petit peu en dessous. Donc on va lui expliquer qu'il vaut mieux qu'il démarre en dessous pour être vraiment meilleur après en haut. Mais après on a l'inverse, la personne qui va se sous-estimer et qui pense qu'elle est là alors qu'elle est là. Et nous on sait que pendant 3 jours elle va s'ennuyer. Donc tout notre travail, notre travail il est là en fait, de vraiment analyser ce qu'elle veut et là où elle en est. Comme ça, quand elle arrive en formation, elle se sent bien en fait. Et là du coup elle a envie. Alors que si elle se sent moins bien, pas bonne, trop bon, ça marche pas. Ça, c'est un truc, par exemple, nous, jusqu'à présent, on l'a mal fait. Parce qu'on débute, donc on apprend. Et notamment, il y avait une formation, on s'est rendu compte, en fait, à la faisant, qu'elle était réservée aux porteurs de projet. On a pris des gens qui n'étaient pas forcément des porteurs de projet. Et tu te rends compte, tu fais « Ah, zut, ah ouais, là, on va pas le refaire. Et on va vraiment faire une sélection en amont, un gros travail en amont, pour clarifier bien les choses. » Mais ça, c'est normal, on apprend. Par contre, à l'avenir, c'est sûr que si tu arrives... bon, voilà, il faut proposer la formation adaptée, ça c'est clair. Donc, pour faire un petit bilan juste de fin, vous avez bien compris, c'est compliqué. Mais non, on vient de dire que c'était simple. Non, mais j'appuie sur le fait que les financements, si tu les as pas de visu comme ça, c'est compliqué, dans le sens où ils sont diverses. Et c'est pour ça que du coup on va vous faire un petit, en tout cas on mettra sur les réseaux un petit visu de ce qui peut être finançable et comment les financer les formations. Donc ça c'est toujours sympa d'avoir un petit graphique qui vous explique comment ça fonctionne parce que c'est quand même pas facile au départ, surtout quand on est complètement extérieur à ça. Et après, bon, de toute façon, encore une fois, il y a des gens qui sont là pour vous guider et ça c'est la deuxième option. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tous les organismes de formation aujourd'hui se doivent quand même de guider les personnes qui veulent se former. Donc après, nous, c'est notre job d'orienter vers tel ou tel type de financement. Voilà, on est beaucoup à l'écoute, donc bon, finalement, à la fin, ça ne devient pas si compliqué parce que vous n'êtes pas tout seul. Non, et on n'a pas parlé du cluster digital. Moi, je travaille beaucoup avec eux, et avec Mila, voilà, ou avec Marie-Chantal. Et il y a des budgets aujourd'hui. Ils arrivent à trouver aussi des budgets pour les sociétés qui sont sur la technopole ou autour. Et on arrive à faire des budgets ensemble. On essaye aussi de mutualiser. Quand une société a un besoin, on va essayer d'aller chercher est-ce que le voisin n'a pas le même budget, le même besoin. Et donc, du coup, le budget va être forcément divisé. Ça, c'est une formule mathématique assez simple. Hein. Si on a 1000 € et qu'on a 3 personnes, ça coûte forcément moins cher à chaque personne, on essaye de le faire. Voilà. Et puis en même temps, ça fait de la synergie. Il y a beaucoup de gens sur la technopole, notamment, ou adhérents au cluster qui ne se connaissent pas. Donc Nila fait beaucoup de choses avec les déjeuners tous les mois, etc. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de mieux se connaître et de pouvoir puiser. Moi, je préfère, alors j'aime beaucoup tous mes formateurs, hein, même ceux qui sont sur toute la France, mais si je peux en trouver des formateurs qui sont près de chez moi, je préfère, voilà, parce que du coup, ça permet la proximité, on peut se voir, donc ce genre de rencontre fait aussi ça, et puis on peut aussi enrichir notre catalogue avec des nouvelles formations, ou voilà, sur le pitch par exemple, ou voilà, les gens qui le font. Je voulais juste apporter pour ma conclusion ce que tu viens de dire par rapport à formateur. J'aimerais vraiment qu'on dise maintenant praticien qui aime transmettre. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que formateur... C'est long, ça. Non, c'est pas long, parce que formateur, on peut former en ayant justement lu un bouquin, et puis on va former. Ça peut être pas mal. Sauf que si on vient en formation sans se dire qu'on va devenir praticien soi-même, c'est-à-dire si tu fais des cours d'anglais, c'est que je l'espère, t'espères parler anglais. J'espère que tu t'es quand même dit au moins de le lire ou le comprendre dans des films où tu te dis je veux quand même progresser là-dedans. Mais bon, on laisse l'anglais tranquille. Mais le côté praticien, les personnes qui viennent dans des formations de communication et qui espèrent ne pas l'ouvrir ont un problème, qui espèrent être silencieuses pendant toute une formation sur la communication orale, elles ont un problème. Les personnes qui viennent dans une formation marketing digital et qui ne font pas de marketing digital jamais dans leur vie, il y a un souci. Donc elles rencontrent le plaisir des formations. Moi j'adore le plaisir de la formation, mais là on revient à l'argent, et l'argent quand même, ou l'investissement. Ah mais vous pouvez être curieux toute votre vie. Par contre il y a des personnes qui à l'inverse, bon,
n'ont pas cet objectif ou ont cet objectif très fort de pratique et se disent je veux me lancer, et ils sont dans le syndrome de l'imposteur et font 18 formations sur le même sujet pour être à un niveau qui va être un niveau d'excellence absolue, mais ne se lanceront pas. Donc là, ça peut être pas mal d'avoir un praticien qui aime mettre un petit coup de pied au cul à un moment pour dire Cocotte, tu m'as aidé tout le cours, toute la formation ou tout l'atelier, tu connaissais autant de choses que moi, pourquoi tu te lances pas? Pourquoi tu fais pas ce pourquoi tu viens de former? À un moment, il faut quand même y aller. T'es pas que intelligente ou t'es pas que curieuse, peut-être que tu aimerais te lancer, et les personnes dire oui, j'aimerais me lancer, mais je suis pas prête. On a Mister là qui fait ça très bien, bienveillance et radicalité, Voilà. le podcast, et qui met des coups de pied au cul très très violents, mais bienveillants. À un moment, si on veut que la formation serve à quelque chose, il va falloir vraiment la mettre en pratique. Si vous la mettez en pratique dès la formation, c'est ce qui est souvent le cas, c'est très bien. Apprendre aussi aux personnes finalement pendant 3 mois ou pendant 6 mois à vérifier ou juste encourager à la mise en pratique. Je pense que ça changerait la vie de beaucoup de personnes qui ne regrettent pas d'être allées en formation, mais finalement se disent pourquoi j'en ai pas profité après la formation, pas pendant, après la formation. Pourquoi je ne l'ai pas mis en pratique? Et ça, elles sont responsables, mais je pense que l'organisme ou le formateur peut mettre des petits rappels même automatiques pour dire t'en es où? T'as créé la page, parce qu'on a quand même fait du WordPress, t'as créé la page WordPress ou pas? C'est tout con, mais ça peut permettre de relancer la machine de wow, faut pas laisser passer. Ouais, mais alors ça c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Moi je vois vraiment une dualité en tout cas dans l'être humain. Il y a savoir-être et savoir-faire. Et du coup le savoir-être, certes tu peux avoir des formations dessus, mais on est tous, tu vois, différents. Et on vient de milieux sociaux différents, on a des histoires. Et de l'autre côté, moi, je vais pas rentrer, c'est trop long. J'en ai pour une semaine. Mais par contre, sur le savoir-faire, du coup, bon, ça, on se concentre dessus quand même au maximum sur les pendant les formations. T'as des formations, mais comme celle de Thomas, ça va être plus savoir-faire, mais malgré tout. Ouais, mais moi, le voilà. est facile sur le faire. Ouais, mais malgré tout, t'es quand même limité à l'humain que t'as en face. Et nous, c'est toujours pareil dans les formations, dans la vie de tous les jours. Le mec que t'as en face, s'il n'est pas réactif et qu'il n'a pas l'engagement, comme on entend. L'engagement, c'est vraiment le mot de la journée. S'il n'est pas engagé, il n'est pas engagé. Et après, il y a toujours des déclics. Là, dans l'équipe, on a... parce que dans l'entrepreneuriat, quand on fait de la formation quand même à des entrepreneurs, c'est quand même ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est un peu particulier parce que comme tu le soulignes, tu as beaucoup de gens qui blablatent un peu et qui disent voilà, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Après, quand tu regardes concrètement ce qu'ils ont fait, ils n'ont encore rien fait. Mais du coup, c'est pour ça que nous on a ce fameux là, bienveillant et radical, mais c'est parce que y a PA, moi et Franck, on leur rentre dedans, mais d'une manière assez violente. Hein. On leur dit ah non, mais ton truc là, bon excuse-moi, mais ton logo c'est de la merde, ça a dégagé. Et surtout, remets-toi en question toi, le pourquoi tu le fais, parce que ça va prendre du sens dans ta vie, ta boîte, ou même ton métier. Et on leur rentre quand même bien dedans, et des fois tu as des déclics qui se passent, des fois c'est pas le cas. Ah là, c'est comme ça. C'est normal. Ouais. Il y a un truc que j'ai appris, je crois que c'est la 5e boîte, pas la première, mais il y a des câblages aussi. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que pour le coup, pareil, je n'irai pas m'installer sur le canapé. J'ai une famille où mes 2 parents étaient XP. Et toute leur vie, ça a été de sauver les gens. Et à un moment, moi j'ai vu plein de trucs, et effectivement, ils ont aidé des gens, mais tu ne sauves pas les gens malgré eux. Donc, et c'est exactement pareil que l'entrepreneuriat. Alors moi je pense que les gens qui arrivent et qui blablatent, c'est pas des entrepreneurs, c'est des baby entrepreneurs à la rigueur, ils jouent, ils font semblant parce que c'est des terminologies aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est fun, voilà. C'est très cool, et vu que c'est compliqué d'avoir un job qui est intéressant, dire ah mais je vais être entrepreneur, putain, vas-y, prends les clés du camion, c'est que des emmerdes, c'est surtout des emmerdes, très peu, 70% d'emmerdes pour 30% de plaisir. Et des fois, à un moment, ta boîte, après avoir galéré plein de trucs, tu peux bien en vivre ou galérer et planter. Donc, ou bien en vivre et galérer. Mais on n'apprend pas, on est en train aussi de raconter des belles histoires en disant ouais tu vas être entrepreneur, et puis pareil, on a discuté avec Camille il n'y a pas trop longtemps, mais les histoires de pitch, moi ça me rend dingue. C'est-à-dire le côté on remplace des cases par des cases. Non, c'est important de savoir parler, j'en suis convaincu.
mais ça fait pas tout. Tu vois des mecs qui sont aujourd'hui capables de pitcher, qu'on est super prêt et tout, mais c'est les pires tocards du monde. C'est des faux projets. J'ai le miroir, j'ai le miroir parce que, effectivement, et le mec a le super projet et qui sait pas parler. C'est hyper important de le. Et voilà. Mais c'est pour ça que c'est envoyé. C'est pour ça. Mais il y a le miroir, mais dans l'entreprise c'est pareil. On peut croire que manager c'est super. Souvent les managers sont là parce qu'ils ont passé des étapes. Et manager c'est par défaut parfois. Et manager ça vient de manège, le manège à chevaux. Faut pas oublier. C'est donc faire des ronds. Et moi, je pense que donc les mecs sont bons pour faire des ronds. C'est pas mal que dit comme ça. Non, c'est l'origine du mot. Et moi, je pense que des fois, il vaut mieux avoir un très bon commercial, mais un très bon, et le garder et lui donner des très bonnes primes, plutôt qu'il manage, parce que lui, c'est un fou furieux du commerce, il adore vendre, sauf qu'à un moment, il va appliquer des stratégies ou un management qui n'est pas du tout adapté à son équipe. Il sera va faire des dégâts, il sera malheureux, il va faire des dégâts. Enfin, voilà. Et donc, c'est un vrai sujet, et je pense que, justement, la formation ne sauve pas les gens. Détecter des bons profils qui ont des problématiques au début et de les faire aller plus loin, génial, mais faire tous des super pitchers, je pense à un truc où nous on fait des... pareil, je suis bazar. On a fait des soirées un peu dans le même style, mais aussi Pitch & Go, où on était 5 porteurs de projet, 80 personnes, un jury et compagnie, et le premier mec qui a gagné, c'est la première fois qu'il pitchait. C'était pas le meilleur qui pitchait, c'était pas le meilleur. C'est un artisan du coin, c'est Fat Lines qui fait des planches en 3 morceaux et tout. Sauf que c'était lui qui avait besoin d'être aidé. Et ça, nous, on s'y est vachement retrouvés parce que justement, tu avais des Kevin Estrade, des brutes en pitch, ils sont super bons, mais ils n'avaient pas besoin. Et donc, on a décidé, parce que l'idée était bonne, parce que le gars, il était raccord avec son idée, d'aller l'aider lui. Et justement, moi, je trouve que c'est hyper important si tu mets en tant que chef d'entreprise d'aller justement défendre ton projet, tu n'as pas le choix. De toute façon, tu passes ton temps à vendre ton histoire, ton projet. Donc c'est important de savoir le faire. Mais par contre, il ne faut jamais oublier que. Mais je rebondis sur le produit quoi. Nous on fait des pitch and pitchers. Startup and pitchers. Startup and pitchers ou pitch and pitchers. Le pitch, on n'aura jamais le temps ce soir de se dire bah tiens, tu as 10 minutes, toi tu as 20 minutes, toi tu as 40 minutes. Donc un pitch c'est de donner envie. Après que la personne n'ait pas envie d'en savoir plus, ou juge que ça a l'air un peu faux, il a l'air justement trop à l'aise, derrière ça a l'air d'être un peu du vent. Mais par contre, la personne qui est à côté, qui n'a pas l'habitude de prendre le micro, la dernière fois il y avait 50 personnes, elles ont pris le micro toutes, de l'artisan à la personne qui disait mais moi j'ai pas de projet, je suis content d'être là ce soir, voilà ce que je fais, salarié. C'est pas grave, des personnes qui n'ont pas l'habitude, ça va ouvrir la discussion. C'est un format qui moi me plaît hors concours. Les concours c'est autre chose. Mais le pitch, tous les jours, vous répondez à la question « Et toi, tu fais quoi ?» Et toi, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Ça s'appelle présentation personnelle, présentation commerciale, pitch, tu l'appelles comme tu veux. Sauf que si tu dis « Je travaille à Bardos, chez un charpentier », alors, est-ce que tu aides vraiment la marque? Est-ce qu'on se souviendra d'où tu travailles? Est-ce que c'est une bonne réponse? Mais peut-être donc la personne n'a pas vraiment envie qu'on aille plus loin dans sa présentation ou veut pas qu'on la retienne en tout cas. On s'en fout un peu. Ça dépend si t'es intéressé ou pas. Si t'es très intéressé, cool. Sauf que si t'es en mode commercial et t'as été formé pour qu'on se souvienne de la boîte, des valeurs de la boîte, de ce que fait vraiment la boîte, parce que ça fait pas que de la charpente, elle a 6 autres métiers et ça c'est dommage, donc tu ne sauras pas qui les zingueur. Ah, dommage. On fait une digression là, mais c'est intéressant. Hein. Non mais c'est un tout de tout quoi. Donc c'est vrai que après c'est quel objectif, c'est toujours pareil, à quel niveau tu veux te placer sur ta courbe d'apprentissage et de pratique derrière. Si tu veux être super, enfin être informé et formé, c'est-à-dire savoir, pour pas l'appliquer, c'est toujours dommage. Moi je juge, en tout cas c'est mon avis, c'est toujours dommage. Mais ça, voilà, encore une fois, là on parle que des porteurs de projets, mais il y a, les employés c'est la même chose. Hein. Les employés c'est la même chose, quand ils sont en boîte, ils reviennent d'une formation professionnelle. Des fois, ils s'appliquent pas. Ça dépend de la thématique, voilà, tout simplement. Une personne qui vient pour de l'Excel, elle a besoin d'avoir des automatismes, savoir comment faire un tableau croisé dynamique, on va lui apprendre comment faire, ça n'a pas révolutionné sa vie. Quand on fait des formations effectivement RH, ou quand, voilà, moi j'ai déjà eu des porteurs de projets, ou des gens qui allaient chercher du financement et qui disaient mais je ne sais pas parler en public en fait. Donc du coup, l'idée là c'était d'expliquer à la personne que on s'en fiche qu'elle sache parler. Qu'elle nous parle juste tout simplement de son entreprise et ça doit marcher parce que c'est la seule chose qu'elle connaît, son entreprise. Donc voilà, elle ferme
mes yeux, elle pense à qui elle veut en face, mais voilà, elle parle de son entreprise. Et du coup, ça, effectivement, ça va là allonger. Bon, ça change, là, ça va vraiment apporter quelque chose dans sa vie personnelle. Voilà, un tableur Excel, un petit postage. Ça peut être un vrai blocage, le tableur. Alors, ça amène beaucoup de problématiques, mais je suis pas sûre que ça change ta vie. Voilà. Par contre, après, ce que j'aime beaucoup, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au savoir-être et je pense que malheureusement, beaucoup de gens en manquent. Et je lutte contre le manque de savoir-être et je pense que c'est la première des choses. Voilà. Le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, c'est bien plus compliqué. C'est un travail beaucoup plus long et c'est un parcours de vie, vraiment, je pense. Et nous, en tout cas, on est persuadés, je suis conquistador, que tu peux pas être entrepreneur si t'as pas les deux. Des fois, sinon tu vas être bloqué à certains moments. Donc, il faut vraiment bosser les deux à fond. Et pour ça, il y a des formations pour les deux côtés. Mais des fois, bon, tu peux pas changer les gens, c'est comme ça. Donc, je crois que je vais conclure là-dessus. Hein. Savoir-être, savoir-faire, voilà. Les financements, on nous enverra un petit schéma et puis on communiquera sur ce qu'on fait aussi. Donc, Vertego, ils font Tu vas faire la liste parce que... Manque d'écoute. Formation manque d'écoute. Alors on fait de la formation, mais c'est simple, je vous le répète juste, mais de l'informatique, tout niveau, de la bureautique à l'informatique très haut niveau, sur les Microsoft, des bases de données, tout ce qui est un peu sexy, quoi. La partie RH, la partie web marketing, et la partie CAO, DAO, PAO, bon bref. Et après on fait toutes les formations bizarres qu'on nous demande, voilà. Donc après, en tout cas, si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Ça, c'est un bon pitch. Ah, moi j'adore ça, alors. Bonjour Nila. En tout cas, on cherche et en général on trouve des gens compétents pour faire les formations. Mais il ne faut pas être fermé, quoi. Et après on fait beaucoup de formations personnalisées où on prend vraiment la problématique du client et on crée autour de sa problématique un programme, quitte à faire venir 3 ou 4 consultants différents, peu importe, mais on prendra le meilleur sur chaque thématique. Super. Thomas, il fait aussi de la formation maintenant, il a toujours fait. Alors oui, on forme les personnes à faire des pitchs pour des concours, mais pas que. Alors, ce qui m'intéresse dans le savoir-être, c'est que les personnes, en sachant un peu mieux qui elles sont et comment elles communiquent à l'oral, se découvrent pas du tout des choses qu'elles savent pas faire. Souvent, elles l'ont déjà fait en famille, ailleurs qu'au travail. Mais souvent, bizarrement, quand c'est ton projet ou que c'est ton travail, tu as du mal à passer aussi facilement à l'oral qu'en famille, devant un verre à l'apéro. Donc ça se travaille. Donc on prend des apéros dans mes formations et ça passe beaucoup mieux. Et on prend des apéros, pas avec de l'alcool, mais avec de l'improvisation, avec de la mise en pratique, de la mise en place un peu dérivée. Et on fait arriver les gens à un objectif qui est juste d'être normal, avec des trucs et avec des moyens du moment. On s'en fout qu'ils soient en surperformance, je veux juste qu'ils utilisent leurs moyens du moment et qu'ils les maîtrisent si possible en ayant compris ce qui fonctionne moins bien, le souffle, la voix, la compréhension, la vitesse de parole pour certains. Donc il faut le savoir. Quand on ne le sait pas, on ne peut pas avoir de savoir-être. Donc il faut le savoir aussi. Et là, il y a une très bonne illustration de ce que tu fais. De toute façon, on va le refaire. On va faire les pitch and startup, donc P-I-T-X-E. Donc on va faire ça de manière régulière. Maintenant, on va attendre la rentrée quand même. Mais on a fait déjà un premier où il y avait une 50aine de personnes et tout le monde a pitché sans exception. C'était vraiment vraiment incroyable comme moment. On a passé une soirée de feu. Donc on va refaire ça de manière plus régulière. Ouais. Une fois tous les 2 mois, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, on va se mettre en route petit à petit. Et donc nous, Conquistador, c'est vraiment, on fait de la formation pour les porteurs de projets, principalement aujourd'hui. Donc on appelle ça les explorations. En 5 jours, on te crée un MVP, là je vais parler chinois encore, mais on te crée un minimum viable product. En fait, on essaye en 5 jours que tu fais en sorte que tu aies un site web, que tu comprends comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment analyser la donnée qui arrive dans ton business, donc sur les réseaux sociaux et sur le site web pour savoir qui sont tes clients et mieux se positionner. Et après, à partir de septembre, on a plein de petits modules qui vont se construire. Alors, community manager, comment devenir un community manager avec les outils startup, comment
créer un produit digital de A à Z, comment créer ce qu'on appelle un SaaS avec Franck justement, c'est un software as a service, alors c'est un logiciel que vous payez tous les mois, voilà, pour être simple. Donc on a plein de modules comme ça, et après on a une école du coup qui rassemble tous ces modules qu'on a appelé l'Eldorado. Et l'Eldorado, du coup, c'est vous venez chez nous pendant à peu près, je pense, ça sera 1 mois et demi, 2 mois, et en full time, eh bien, on vous apprend toutes les méthodologies et les outils startup pour réellement faire du concret sur des projets. Et ce qui s'est monté plutôt payant, en tout cas chez nous, c'est que nos outils, ils sont simples d'utilisation, et ça permet à des gens qui ne sont pas du tout dans le digital, notamment, d'avancer très vite sur leur projet et de faire du concret très rapidement. Et on a eu des profils, voilà, ça va de 30 à 65 ans, même un peu plus, je pense. Et ça s'est toujours super bien passé, on s'est tous éclatés, et les gens ils sont arrivés avec une idée. Le pourquoi ils faisaient ça, on a dû rebosser même avec eux, parce que des fois ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Et à la fin, ils sont toujours sortis avec du concret et de quoi avancer pour lancer leur boîte, donc c'était sympa. Et bientôt, il y aura, tu viens chez nous, allez, 3 jours ou 5 jours pour être community manager, et tu sors avec des vraies compétences clés. Et je pense qu'on n'est pas, on aime bien dire le no bullshit. On fait vraiment du concret en peu de temps, et voilà, avec une équipe incroyable. Donc je pense que ouais, on n'est pas trop mal parti sur ça, sur la qualité de la formation. Merci d'avoir été là pour ce Startup and Pitchos. Merci Sandrine, merci Thomas. Voilà, un nouveau Startup and Pitchos, et maintenant je crois qu'on en est au total, on en est au 6e déjà, ça va vite. D'abord ça a commencé par des webinaires, on a fait un premier événement physique avec le pitch de la boîte avec Thomas. Là c'est du coup la courbe d'apprentissage, la formation professionnelle. Donc on est un peu moins nombreux, c'est normal, c'est les vacances qui commencent. On se retrouvera du coup à la rentrée, parce qu'on a bien compris qu'il y a eu un grand départ d'un seul coup là. Mais voilà, en septembre on recommencera. Ça sera une fois toutes les 2 semaines, toute l'année, sauf l'été du coup, puisqu'il y a beaucoup de monde sur la côte, mais vraiment pas trop de locaux en ce moment. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Je sais pas quelle sera la thématique la prochaine fois, mais on va recommencer sur des bases. Genre, qu'est-ce que c'est une start-up? Mais voilà, avec une définition qui nous appartient, qui n'est pas forcément la définition de voilà, tout le monde. C'est pas une boîte. Tout le monde c'est des start-up aujourd'hui. Vous verrez que ici il n'y a pas de start-up encore, donc c'est aussi vraiment notre objectif d'en bâtir, et voilà, on va tout faire pour que ça se développe. Voilà. Merci, j'espère que vous avez apprécié les petites planches et les bières de la maison. Merci la brasserie. Merci beaucoup. Mileshkelanitz, et à la Stellalte, et à la prochaine. Et voilà, et puis on reviendra, je pense, dans ce lieu, parce que finalement on s'y plaît, on est bien, on est vraiment pas mal. Un seul coup-ci, il y a plus de clim. À 50, on avait un peu chaud la dernière fois, mais c'était tellement chaleureux qu'on l'a pas vu passer. Je crois qu'on avait pas mal picolé aussi. Voilà. Il y aura du montage. Désolé Baptiste, tu vas voir le rush, tu vas rigoler. Et voilà, et on aura un partenaire officiel qu'on a promis avec Thomas, qui sera le pitch. On verra. Je te laisse le pitcher celui-là. Non, pas d'info officielle, faut signer le contrat, c'est pas fait. C'est un alcool local, vous verrez ça, c'est se prêter au jeu de mots. Bref. Donc à la prochaine, j'espère que voilà, ça vous a donné des informations un peu plus détaillées sur ce que c'est la formation professionnelle, les enjeux, etc. et ce qu'on faisait aussi nous au passage. Donc revenez quand vous voulez. Là il va être le temps de passer au networking, puisque c'est aussi ça, il faut qu'on discute un peu, sinon c'est pas marrant. Sinon les idées ne voyagent pas, et les boîtes ne se montent pas. Donc on passe au networking, et puis mouchoubat, donc la bise, et la stellalte, ça veut dire à la prochaine. Ciao ciao, Gabon.